qu'est-ce qu'on appelle une panne sexuelle? On peut zoomer sur lui, voilà. Panne sexuelle et trouble érectile. Ou une érection molle. Oui, voilà. Vous avez un rendez-vous avec une femme. Oui. Et pour ce seul jour-là, de façon exceptionnelle, de façon inopinée, vous n'arrivez pas à avoir une relation sexuelle aboutie. C'est une panne sexuelle. C'est isolé. Okay. Si ça se répète une deuxième, une troisième, une quatrième fois, ça commence à vous inquiéter. Vous devez consulter à l'hôpital. Voilà. Donc, il ne faut pas déjà, dès le début, paniquer et penser que déjà, c'est un problème grave, il faut consulter. Deuxième des choses que sur laquelle non, on reste toujours dessus. Et celui qui s'élève à moitié? Celui qui se lève à moitié. Ça, c'est l'érection molle. L'érection molle, oui. Donc, l'érection molle, il y a des exercices. On n'a pas besoin forcément d'un médicament pour ça. Il y a des exercices qu'il faut connaître, qu'il faut s'habituer à faire en dehors même de l'acte sexuel. C'est ce qui permet de vaincre l'érection molle pendant l'acte sexuel. Quel exercice? Quel exercice? Oui. Premier exercice, il y a ce qu'on appelle la musculation du périnée. Vous voyez, quand vous voulez aller aux toilettes, vous appuyez comme si vous voulez Parfois, même en dehors des toilettes, vous devez faire cet exercice-là, comme si vous êtes en train d'évacuer les selles. Vous faites ça et vous bloquez. Vous faites ça, ça muscle votre périnée. Ça vous permet... Ça vous permet... Voilà. Attends, docteur Osman, je suis assez piment seul. Voilà. Mais si il fait c'est comment? La moyenne, c'est 4 minutes par jour. On peut le faire sans bruit, oui. Non, c'est sans bruit. C'est 4 minutes par jour pendant une semaine. Normalement, vous faites 4 minutes. Chaque jour, vous trouvez un moment, vous faites 4 minutes où vous faites la pression pour aller aux toilettes. C'est tellement important. Celui qui a une érection molle, il faut lui dire ce qu'il doit faire. Allez, zoomer sur lui. Donc, je dis, quand vous avez une érection molle, il y a des exercices à faire pour muscler votre périnée, pour permettre à ce que l'érection molle n'arrive pas. Donc, le premier exercice, c'est ce qu'on appelle la musculation du périnée. Regardez votre caméra. L'exercice, c'est quoi? C'est le fait de faire comme si vous voulez évacuer les selles. Donc, vous faites une pression comme quelqu'un qui est en train d'essayer d'évacuer les selles. Vous le faites et après, vous contractez comme si vous voulez fermer. Vous voyez, quand quelqu'un a un peu comme la diarrhée, il veut couper la diarrhée. Donc, vous forcez, vous fermez. Vous forcez, vous formez. Vous faites ça au moins 4 minutes par jour. Non, mais là actuellement, assis, vous pouvez contracter le faire. Les muscles du périnée. Vous pouvez le faire et vous bloquez. Assis. Siro. Voilà. Attends. On peut contracter. Non, il n'y a pas besoin d'effort. Tu peux contracter. Non, on va entendre le bruit. Non, il n'y a pas de bruit. Le bruit, c'est autre chose. D'accord, deuxième exercice. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième exercice, c'est ce qu'on appelle l'urine passive, la miction passive. Pendant que vous faites pipi, vous urinez, dès que vous commencez les premières secondes d'urine, vous arrêtez tout, vous laissez tout. Vous laissez l'urine sortir sans pousser, sans bloquer. Donc vous allez laisser l'urine sortir tout seul. Je ne sais pas si on comprend bien ce que je veux dire. Parce qu'en fait, l'être humain a le réflexe normal de faire une érection active, en poussant pour faire sortir. Et ça permet de ne pas contrôler bien l'éjaculation. Voilà. Et l'érection, très souvent, est molle à cause de ça. Donc, vous essayez de faire une miction passive. Vous laissez l'urine couler. Et pendant que vous êtes dans la relation sexuelle, quand vous sentez que votre érection est molle, vous faites le même exercice. À un moment donné, vous laissez comme ça permet de remuscler votre périnée. Ça donne encore de la vascularisation et ça remonte. Il y a aussi des méthodes naturelles, des nourritures, de l'alimentation naturelle. Vous savez, aujourd'hui, on va beaucoup plus vers les médicaments. Alors que les médicaments, en fait, c'est la dernière étape des soins. Il y a d'abord ce qu'on appelle les mesures hygiéno-diététiques. Ce que vous mangez, comment vous vous comportez. On va revenir dessus sur la nourriture. D'accord. Ouais. Docteur, vous avez voulu intervenir tout à l'heure. Siro, je ne t'ai jamais vu engagé dans une émission comme ça. tu es excité comme ça, Siro. Je parle pour toi parce que, écoute, non. C'est tellement important que il y a tellement de personnes qui se retrouvent dedans. Aujourd'hui, quand vous garez quelque part, vous voyez que il y a des médicaments qui marchent plus que chose même. C'est ça qu'il y a un problème. C'est vrai. Il y a un problème. Donc, il est tellement important que les gens expliquent ça à la jeunesse. Tout à fait. Voilà, parce que pour lui, il pense qu'il est malade, il a besoin de se référer à certains médocs et autres. Or, ce n'est pas ça. Non, Siro, moi je suis d'accord. Il est certain, encore une fois, comme je l'ai précisé au début, que c'est un thème extrêmement important et qui intéresse tous les hommes, tous sans exception, parce qu'on sera exposé. Ce que je voulais préciser tout à l'heure, c'est que les troubles érectiles, puisque tu as parlé des jeunes, les troubles érectiles, c'est surtout le plus fréquent, disons, à l'âge adulte, à l'âge moyen, et de plus en plus chez les sujets âgés. Okay. C'est quand même très, très rare. Quelle est la moyenne d'âge qui...
Ben, à partir de 30 ans, on peut avoir des troubles érectiles. Mais en tout cas, c'est l'âge moyen, l'âge adulte, l'âge moyen, la trentaine. Et après, de plus en plus, avec l'âge. Ça, c'est la fréquence véritablement des troubles érectiles dont tu as parlé. Maintenant, parlons de l'alimentation. Oui, l'alimentation. J'aimerais... Je peux laisser les spécialistes. Non, mais attends, moi je commence et puis le spécialiste va parler. Tu as fait formation de ça? Non, je n'ai pas fait de formation, Okay. mais je suis outré, sincèrement, je suis outré de voir des jeunes qui sont sédentaires. C'est choquant. C'est ça. Voir quelqu'un qui a 30 ans, 35 ans, avec un ventre comme ça, marcher simplement, mais prendre les escaliers même de son bâtiment, c'est problématique. Il ne fait pas de marche, il ne fait aucun sport. Il consomme la bière, mais à outrance. Il a mis chez lui, à la maison, un petit bar ou par moment, pour se mettre dans les conditions... On t'a dit que ça nous empêche de tout regarder. C'est un défaut charmant, ce vent. Un homme doit avoir En fait, je vais dire à Crépin, Oui. en tant que médecin, lui, il peut se permettre de parler Oui. et de critiquer les gros mangeurs que nous sommes, Oui, mais faut lui dire que toi nous- et moi. je ne parle pas de ça. Parce que Crépin, Oui, mais Crépin, il a une empreinte génétique, Tu dois savoir c'est-à-dire... que nous sommes plus performants que toi. Hein. Ça, tu dois... Non, il faut qu'il sache qu'il a une empreinte génétique, c'est-à-dire qu'avec les gènes et les chromosomes qu'il a, il ne sera jamais gros. Il peut manger 10 fois plus que nous, il ne sera jamais gros, parce que c'est marqué dans ses gènes et dans ses chromosomes. Merci. Alors, docteur, ce que je tenais à dire, c'est que dans ma famille, c'est le processus qui est comme ça. Mon père était comme moi et puis après, il est devenu gros. Non, Donc, si je à dis- partir de 30 ans, tu ne grossis pas, tu ne vas jamais D'accord. grossir. En fait, le point, je tenais juste à dire, c'est juste une façon d'imager en parlant du ventre bédonnant. Bien Mais ce sûr. que je veux dire, c'est que ça me choque que des jeunes n'aient pas d'activité sportive, n'aient pas d'hygiène de vie. Arrivé un moment, ce n'est pas un médecin qui a te dit ça. Pour que D'accord. toi-même, tu sois capable de t'adapter. Tu sais, il y a des opportunités d'actes sexuels qu'on a dû éviter parce que tu sais que tu n'es pas dans les bonnes conditions. Tu sais que tu as bossé toute la journée, tu es fatigué physiquement. Ce n'est pas de la magie. Il faut te reposer d'abord. Quand on dit souvent aux jeunes d'arrêter de prendre des excitants, de consommer la drogue, la cigarette à outrance, de consommer de l'alcool à un certain niveau, parce que regarde bien le plan de la soirée, c'est quoi? On sort avec la petite go, on va. Et au milieu de la nuit, on mange de la ticket, on va prendre peut-être du porc ou du truc qui est pimenté. Et on va consommer de On l'alcool. va consommer de l'alcool pour mettre là-dessus. Et puis, on est surpris qu'on ne soit pas performant. Mais ce mélange toxique que tu as mis au fond de toi, là, l'alcool, là, c'est un effet qui va t'exciter pour une certaine période. Mais après, ta vraie performance va sortir. Il y a même des marques de boissons qui sont réputées pour doper les performances sexuelles. Et souvent, c'est utilisé à bon escient par des marketeurs pour te dire « Ah, attention, ça, là, c'est bon par rapport à temps. » Mais dans le fond, là, quand toi-même, tu es bien, c'est bon. Je me rappelle à l'époque où je jouais beaucoup au foot. Où tu prenais beaucoup. Non, je prenais absolument rien. Mais j'avoue que pendant cette période de vacances-là, on était actifs dans le sport. Mais tu n'as même pas besoin de faire quelque chose. Dès que tu commences, toi-même, souvent, tu es surpris que ça ne vienne pas parce que tu es performant puisque tous tes organes fonctionnent bien. C'est ça. Donc, le message à dire aux jeunes aujourd'hui, il ne faudrait pas penser que c'est de la magie ou bien ça quitte au ciel pour tomber. Ne vous laissez pas abuser par les images pornographiques que vous voyez où le gars il a duré 45 minutes. Ce n'est pas ça un acte sexuel. Un acte sexuel, il peut être court, comme il a dit, de peut-être 4-5 minutes, mais tellement intense où les uns et les autres ont pris plaisir. Logiquement, le premier, s'il fait 30 minutes, c'est que tu as pris quelque chose et fais attention à toi.